Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Nouvelle manifestation des chauffeurs routiers alors qu'on croyait l'incident de 57 clos. Ça devait lancer aujourd'hui une grève illimitée pour protester contre les propos tenus par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Le Kenya retient son souffle au lendemain de l'élection générale et une présidentielle très disputée entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Le président sortant revendique la victoire dans le premier tour, revendication rejetée par son éternel opposant. Cela dit, les chauffeurs routiers remettent une nouvelle couche. Depuis ce matin, ils sont en grève pour une durée indéterminée. La raison des propos tenus par le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, sur l'incident de 50C. Le ministre n'aurait pas regretté l'altercation entre policiers et chauffeurs, ce qui a suscité la colère de ces derniers. Reportage Moussa Ouedraogo, Tanga Kafando. Apparemment, quelques problèmes techniques pour vous proposer ces reportages de Moussa Ouedraogo de Tanga Kafando. Burkina Faso, une nation qui se construit. Burkina Faso, un vaste champ de possibilités. Burkina Faso, un pays en chantier avec comme ambition la transformation structurelle des bases de son économie. Destination Burkina Faso, un potentiel inestimable à explorer.
Burkina Faso, un jour par curiosité, à jamais par conviction. Le Burkina Faso, une terre de diversité culturelle et géographique, base d'un riche potentiel touristique. Et on repart du bon pied, cette fois-ci on espère. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle manifestation des chauffeurs routiers alors qu'on croyait l'incident de 5 ans s'est clos. Ces derniers ont lancé aujourd'hui une grève illimitée pour protester contre les propos tenus par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Le Kenya retient son souffle au lendemain d'élections générales et une présidentielle très disputée entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Le président sortant revendique la victoire dès le premier tour, revendication rejetée par son éternel opposant. Mais tout d'abord, ce conseil de cabinet sur la mise en œuvre du code minier convoqué ce matin par le Premier ministre, les discussions avec les ministres des Mines, de l'Environnement, des Finances, du Commerce et de la décentralisation ont porté sur l'opérationnalisation du code minier. La rencontre a permis de faire le point des progrès réalisés. Kostoun Koulibaly, Maïmouna Traoré, reportage. En janvier 2015, le Burkina Faso a adopté un nouveau code minier, mais son opérationnalisation suscite des préoccupations et sa mise en œuvre nécessite une quarantaine de textes d'application. Autour des années 80-90, la préoccupation du Burkina, c'était prouver son potentiel minier. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la sous-région, il y a d'autres pays miniers, j'allais dire concurrents, et il est question aujourd'hui que nous puissions être compétitifs, être attractifs pour vraiment attirer des investisseurs pour contribuer au développement de notre secteur minier. Ce conseil de cabinet a permis au Premier ministre d'échanger avec les ministres concernés sur les avancées et de réfléchir sur les dispositions à prendre. Il y a des questions sur lesquelles les échanges ont permis de parvenir à un certain nombre d'orientations que le Premier ministre a dégagées, et il y a des questions également qui méritent
que nous fassions des études d'approfondissement pour voir dans quelle mesure nous allons opérationnaliser ce code minier-là en faisant en sorte que le secteur devienne toujours plus compétitif. Selon le ministre des Mines et des Carrières, les réflexions se poursuivront pour une opérationnalisation du code minier dans les meilleurs délais. Les chauffeurs routiers remettent une nouvelle couche. Depuis ce matin, ils sont en grève pour une durée indéterminée. La raison des propos tenus par le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, sur l'incident de Cinquancé. Le ministre n'aurait pas regretté l'altercation entre policiers et chauffeurs, ce qui a suscité la colère de ces derniers. Moussa Ouedraogo, Tangaka Fando. Mobilisés ce matin au siège de leur syndicat, les chauffeurs routiers sont de nouveau en grève depuis 6 heures. Une grève illimitée selon l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, en réponse aux propos du ministre de la Sécurité Simon Compaoré sur l'altercation entre leurs membres et les forces de l'ordre. Il a donné vraiment la force à ces éléments. Dans une cour, quand il y a deux enfants qui ont des histoires, la moindre des choses, c'est donner la raison aux deux et aplanir la colère avant de quitter la famille. Mais nous avons senti de nos jours que nous ne sommes pas en sécurité avec le ministre de la Sécurité. Les chauffeurs disent être conscients que ce travail va paralyser les activités économiques du pays, mais le but est de contraindre les plus hautes autorités à réagir et à créer un climat propice à la reprise de leurs activités. Nous demandons vraiment au premier responsable de ce pays si vraiment il pouvait encore nous trouver quelqu'un qui va vraiment sécuriser les chauffeurs afin qu'ils puissent ravitailler le pays de tout genre. L'Union des chauffeurs routiers avait lancé la semaine dernière une grève pour protester contre ce qu'ils appellent le bastonnat des leurs, un mot d'ordre levé suite à un protocole d'accord avec le ministère du Travail. Et la grève de ce matin est un nouvel épisode de la crise. Des membres d'organisations de la société civile bénéficient depuis ce matin d'une formation sur les notions de base et les méthodes d'éducation aux droits humains. La rencontre initiée par le ministère de la Justice et des Droits humains devrait rendre aptes les participants pour qu'ils aillent promouvoir et défendre les droits humains. Pamadrogo, Jean Zongo et Messolange Guigma. L'éducation aux droits humains demeure le moyen idéal pour mettre fin aux traitements discriminatoires, d'exclusion et de violence de toute nature. C'est la conviction du ministère en charge des droits humains qui initie cette formation sur les concepts et principes des droits humains à l'endroit de ses partenaires dans la promotion et la défense de ces droits que sont les acteurs des organisations de la société civile. L'objectif est de les rendre aptes à promouvoir et à protéger ces droits sur le terrain. Pour ce faire, on aura une formation sur les droits humains de base. Ça veut dire qu'il faut, on va dire ce que c'est que les droits humains, les donner des éléments de définition, les amener donc à se familiariser avec les conventions internationales en matière de droits humains, d'une manière générale. Et par la suite, nous allons les former en droits spécifiques, droits catégoriels, notamment les droits de la femme et les droits de l'enfant. À l'issue de cette formation de 3 jours, ces 25 représentants des OSC sont appelés à former leurs membres pour une efficacité dans leurs activités de promotion et de défense des droits humains. Les producteurs de la boucle du Mourne sont en plein dans la campagne agricole qui se déroule de manière satisfaisante. Dans la région, le mil et le sorgho sont au stade de montaison et d'épi pour le maïs. Le niébé et le sésame sont au stade de ramification et de floraison. Bref, c'est l'optimisme dans les différentes exploitations agricoles. Reportage Lassina Ouattara, Aïcha Dianda. La campagne agricole est prometteuse dans la région de la boucle du Mouhoun. Dans la province du Mouhoun, il y a eu certes quelques poches de sécheresse, mais les dernières pluies ont comblé ces déficits. Laurent Kadeba est un agriculteur moderne de Darou dans la commune de Warkoy. Il exploite plus de 55 hectares avec des cultures diversifiées. Je fais des variétés. Le coton, le petit mil, le sorgho, l'arachide, le sésame, le niébé, le maïs. Nous, on ne saurait que rendre grâce parce que, en tout cas, en voyant l'état des plants dans le champ, vraiment on est content. À un moment donné, nous avons eu quelques poches de sécheresse qui ont un peu perturbé un peu la mise en place. Mais ces derniers temps, c'est en train tout est en train de rentrer dans l'ordre au fait. Le Mouhoun fait partie des provinces qui ont subi ces derniers temps les attaques de chenilles. Mais le directeur régional de l'agriculture assure que les dégâts ont été circonscrits.
la plupart des céréales, c'est-à-dire le maïs, le sorgho, le mil, sont au stade de montaison. Voilà. Et nous avons même, à certains niveaux, la floraison, les piégeons floraison sur le maïs. Le niébé est au stade de ramification et de floraison. Quant au sésame, les derniers semis se poursuivent dans certaines localités. Mais les besoins en intrants demeurent une préoccupation des agriculteurs dans cette partie du Burkina. L'action des parlementaires burkinabés critiquée par certains observateurs qui estiment que les élus nationaux semblent limiter leur rôle à la seule fonction du vote de la loi. Ces 10 dernières années, l'Assemblée nationale a en effet adopté des centaines de lois qui ne sont pas toujours comprises par les citoyens burkinabés. Que faire alors? Abdul Karim Sango, enseignant de droit à l'ENAM, livre son analyse et propose des pistes de solutions à nos reporters. Kosun Koulibaly, Zoubaviel, David Dabiré. Si le vote des lois fait partie des fonctions du député, au Burkina Faso, cet exercice est en passe de supplanter les autres missions de l'Assemblée nationale. Sur la décade 2007-2017, les services du Parlement enregistrent des centaines de lois, dont 110 pour la seule période de la transition. Cette promptitude à légiférer frise la légèreté selon les spécialistes du droit et pourrait, si l'on y prend garde, conduire à une banalisation de la loi. Les députés votent systématiquement les projets de loi en provenant du gouvernement, puisque eux-mêmes, ils ont une faible capacité à formuler des lois. Or, au premier chef, il appartient aux députés de proposer des lois. Or, une grande majorité des députés, malheureusement, souffrent d'une incompétence dans la conception, la formulation et l'élaboration des lois. Donc, une incompétence qui, selon Abdul Karim Sango, se matérialise par les incohérences dans les textes de loi, souvent mal pensés ou en déphasage avec les réalités sociopolitiques et économiques du Burkina Faso. Conséquence, des centaines de lois manquent de textes d'application ou encore de champs d'application. Cet état de fait constitue une menace pour l'état de droit et serait symptomatique de la mauvaise compréhension du droit à l'hémicycle. Si nous votons les lois et que nous ne nous donnons pas les moyens de les faire appliquer, nous fragilisons l'état de droit. Voyez? Alors, les citoyens vont comprendre, vont se dire que la loi, ça ne sert à rien. Résolvons notre problème ailleurs. Et pour éviter que cette fonction des élus nationaux ne soit galvaudée ou vidée de sa substance au nom du conformisme politique ou d'intérêts partisans, le député doit toujours garder à l'esprit l'intérêt général dans le vote des lois. De mon point de vue, un député à l'Assemblée nationale, lorsqu'il décide de voter une loi ou pas, l'élément majeur qui doit le motiver d'abord dans sa prise de position, c'est est-ce que cette loi peut permettre de garantir l'intérêt général et non l'intérêt de mon groupe politique ou de clan mafieux. Du reste, Abdul Karim Sango propose sa recette afin de permettre à l'hémicycle burkinabé de jouer efficacement son rôle dans le jeu démocratique. Il faut que celui qui veut être député puisse savoir s'exprimer correctement, savoir écrire correctement, savoir lire correctement le français. Sinon, on perd le temps. Parce que même si vous donnez des assistants à quelqu'un qui n'a aucun niveau, vous perdez votre temps. Vous voyez, il y a une notion là. On dit de renforcer les capacités. Mais on ne renforce pas les capacités de celui qui n'en a même pas. En plus de ces critères d'éligibilité à l'Assemblée, l'enseignant préconise l'implication des spécialistes du droit et d'autres compétences dans l'élaboration des textes de loi, car, précise-t-il, cela y va de la consolidation de l'état de droit au Burkina Faso.
Une dizaine de jours après la fin des 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan, le Burkina a dressé le bilan de sa participation à cette compétition. Le Burkina, qui a enregistré 3 médailles d'or et d'autres podiums, a largement fait mieux qu'aux Jeux de Nice en 2013. Le ministre des Sports et Loisirs ne pouvait que féliciter les différents athlètes et autres compétiteurs pour leur performance à Abidjan. Reportage Amadou Ilbodo, Kalfa Ouattara. 9 médailles dont 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze. C'est le bilan de la participation du Burkina au 8e Jeu de la francophonie à Abidjan. Un résultat qui classe le pays des hommes intègres au 10e rang sur 42 pays participants. Une participation jugée satisfaisante. Quand vous partez à ces Jeux-là, parce que quand vous avez 42 pays, et comme je l'ai dit, c'est du haut niveau. Hein, je ne parle pas du très haut niveau, mais c'est du haut niveau. Et quand vous avez la France, la Roumanie, la Suisse, la Belgique, tous ces pays, la Côte d'Ivoire, le Canada, etc. Donc c'est vraiment du haut niveau. Et on ne peut pas dire qu'on peut avoir des médailles. Donc quand nos gars, ils ont des médailles d'argent, d'or, de bronze, franchement, il faut les féliciter. Et je pense qu'on peut être fier quand même donc, de nos athlètes. Malheureusement, au niveau culture, ça n'a pas donné. Mais ce bilan cache bien des réalités. Des athlètes sans kimono homologués, des licences impayées avant la compétition et la préparation tardive des athlètes. En attendant d'être reçus par le président du Faso, chaque médaille d'Abidjan sera récompensée. 1 million pour la médaille d'or, 750 000 francs pour la médaille d'argent et 500 000 francs pour le bronze. L'attente devrait être longue et angoissante pour les Kenyans au lendemain des élections générales que ce pays de la Corne de l'Afrique a connues. Tout le monde retient son souffle. Les premiers résultats de la présidentielle sont déjà contestés. Le camp du président sortant estime avoir remporté le scrutin dès le premier tour avec 55% des voix. L'opposition kenyane rejette les résultats de l'élection présidentielle, annonce faite la nuit dernière, alors que le président sortant Uhuru Kenyatta est donné vainqueur avec provisoirement 55% des suffrages. Une avance confortable, mais Raila Odinga, chef de l'opposition, estime que les résultats sont tout autres et dénonce le système. Ils diffusent des résultats censés être verrouillés par des personnes choisies par les présidents des bureaux de vote. Donc ces résultats sont factices, ils sont faux. Dans le camp de Kenyatta, le son de cloche est évidemment différent. Certains ont dit que l'annonce des présidents et des directeurs du scrutin dans les différents bureaux et circonscriptions est définitive et que le tribunal a statué. Et nous trouverions injuste pour ces personnes de finalement dire que nous allons changer d'avis. D'autant que le vote s'est déroulé sans difficulté majeure dans les 41 000 bureaux. Candidat malheureux à la présidence à 3 reprises précédemment, Odinga avait contesté les résultats des élections en 2007, puis en 2013, déjà face à Kenyatta. Doit-on craindre du ton qui monte entre Washington et Pyongyang? Le président américain Donald Trump a menacé de faire descendre du feu sur la Corée du Nord et la réponse du berger coréen n'a pas tardé. La base militaire de Guam dans l'océan Pacifique pourrait être attaquée par Pyongyang. C'est un pas de plus franchi dans l'affrontement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Cette dernière qui, selon le Washington Post, est désormais en mesure de placer la bombe nucléaire sur ses missiles intercontinentaux et donc d'attaquer les États-Unis. Face à cette menace, Donald Trump a prévenu. Il a été très menaçant, au-delà du raisonnable. Comme je l'ai dit, ils rencontreront le feu, la colère et honnêtement une puissance comme le monde n'en a jamais vu. Les révélations du quotidien américain ont donc tendu encore un peu plus les relations entre les deux pays. Contenir la menace nord-coréenne, c'est l'un des principaux enjeux de Donald Trump depuis sa prise de fonction. Pyongyang a enchaîné les tests de missiles ces derniers mois, poussant même le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir, tout comme la Chine et la Russie.
La Corée du Nord pourrait ainsi perdre $1 milliard par an, des sanctions qui n'entravent pas la volonté de Kim Jong-un de développer son arsenal nucléaire. D'après un rapport officiel, la Corée du Nord disposerait à l'heure actuelle de 60 bombes atomiques. La énième motion de défiance contre Jacob Zuma et la présidentielle à risque au Kenya sont les sujets de l'actualité internationale commentés par les quotidiens. Mais plus près de nous, c'est la grève des chauffeurs routiers qui fait tourner les rotatives. Vincent Kendrebeogo. Simon Compaoré défend ses hommes et les routiers se fâchent. C'est ce que nous apprend le pays ce matin sur l'affaire de bastonnade de chauffeurs par des éléments de sécurité à Saint-Cancé. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez notre soutien. Propos du ministre d'État devant les policiers et gendarmes à l'occasion d'une visite sur le terrain. Conséquence, un arrêt de travail dès ce mercredi décrété par l'Union des chauffeurs routiers, nous rapporte le journal. L'évolution de la situation ne semble pas surprendre aujourd'hui au Faso, car c'est ce qui était redouté qui est finalement arrivé. Et selon les responsables du syndicat rapportés par le journal, les propos du ministre ne sont pas de nature à apaiser la situation. L'observateur Palga ouvre son journal sur ces propos du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui s'explique que la taxe objet du conflit est une décision des chefs d'État de l'UEMOA que chaque pays membre doit appliquer. Les chauffeurs routiers sont nos frères, nos parents et nous devons faire bouger les lignes ensemble dans l'intérêt du pays, tempère Simon Compaoré. Les jours les plus longs s'annoncent au Kenya, selon l'observateur Palga, après la présidentielle qui a opposé le duel Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Pour le journal, le climat post-électoral dépendra surtout de l'efficacité du système électronique d'identification des électeurs, mais aussi du comportement des deux leaders principaux dont les propos ou actes malencontreux peuvent embraser le pays. C'est dire que le plus dur reste à venir, selon le journal Le Pays, et la communauté internationale doit se montrer particulièrement attentive à ce chaudron kenyan qui menace la stabilité de toute la corne de l'Afrique. Pendant ce temps, le président Jacob Zuma échappe de justesse à la destitution. Pour une 9e fois, le président sud-africain sort en héros, pas très exemplaire, mais héros tout de même, selon aujourd'hui au Faso. Et c'est le signe de l'échec d'un système démocratique par la faute d'un homme parvenu à la magistrature suprême. Mais en sauvant Zuma, l'ANC se tire une balle dans le pied, commente le pays. Et ce parti pourrait prochainement payer dans les urnes son soutien indéfectible à Zuma. C'est tout pour le journal de la mi-journée qui a connu pas mal de difficultés. Merci de votre compréhension et de votre fidélité à la RTB. Bon après-midi.